Alinov est une action qui a démarré en 2012 sur le périmètre franc-comtois et qui s'est élargie à partir de 2016 sur la totalité de notre territoire. L'innovation sociale est portée pleinement par l'État, la région, de par les enjeux d'attractivité et de compétitivité inhérents à ce sujet. Vous retrouvez sur cette carte la totalité des partenaires qui nous ont aidés à mobiliser des entreprises pour participer aux actions collectives. Et donc je tenais tout particulièrement à remercier ces 30 structures qui ont pu s'investir à nos côtés dans la réalisation de cette action. J'ai créé une structure de gestion de projet dans laquelle c'est celui qui fait qui décide de ces actions pour en quelque sorte libérer la partie opérationnelle de l'entreprise. J'ai mis en place cet été, suite à Ralinov, en fait, des mécanismes, des structures provisoires pour l'instant, qui permettent à l'ensemble des salariés qui le veulent de décider du destin de l'entreprise, dont ses propres structures de gouvernance à l'avenir. Il faut qu'on soit au clair sur qui peut faire quoi, qui a le droit de faire quoi et qu'est-ce qui est interdit. L'idée de la performance économique, pour nous, ça ne peut pas être un objectif de l'entreprise libérée. On a d'abord libéré l'entreprise, et ensuite, par effet de cascade, par effet secondaire, si on a de la performance économique, tant mieux. Mais à la fin, ça reste malgré tout dans la main des salariés. J'ai impliqué tous mes collaborateurs en disant, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire de l'entreprise, afin de définir le socle avec des valeurs. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que les gens voulaient être responsables, autonomes, du respect et de la confiance les uns envers les autres. Voilà, à partir du moment où un collaborateur me dit qu'il l'a fait, je le crois parce que j'ai confiance et c'est réciproque. Aujourd'hui, chez nous, il n'y a plus d'horaire de travail. Ça a été un souhait. Les gens disent ouais, mais nous, moi, arrivé à telle heure, ça m'ennuie, enfin, etc. Et donc, aujourd'hui, les gens travaillent comme ils le souhaitent avec leur propre organisation. Et ce qu'on s'aperçoit, ça c'est le côté quand même positif, c'est qu'aujourd'hui, les gens viennent même plus tôt que ce qui venait avant. L'entreprise libérée ne s'improvise pas. Elle requiert des conditions préalables à sa mise en œuvre afin que la démarche soit constructive pour tous, c'est-à-dire et l'entreprise et les individus qui la composent. L'idée, c'est bien que chacun puisse être repéré dans l'organisation. Une autre condition qui a été évoquée, c'est la reconnaissance associée. Alors au niveau financier, mais pas que. Là, on a eu quand même quelques exemples de leviers de reconnaissance à un niveau plus symbolique. L'entreprise libérée, finalement, c'est plus une philosophie, une vision, quelque chose d'évolutif, en tout cas, qu'un modèle qui serait unique, figé et du coup duplicable d'une entreprise à une autre. Les ingrédients, voilà, on en a repéré quand même deux qui sont quand même assez importants. C'est déjà le fait de se connaître. Parce qu'avant, on travaillait, on va dire, maintenant on va travailler ensemble. Du coup, tout le collectif devient co-gérant, ce qui fait du coup un petit peu moins peur pour l'engagement. Et la montée en compétence des sociétaires se voit au quotidien parce qu'il y a quand même un engagement qui est très marqué. Et cet effet rassurant du groupe qui démultiplie un peu les forces vives au quotidien. Chez nous, ce qui est très important sur les prises de décision, c'est qu'on regarde les décisions et les orientations sont faites sous 3 focus. Le focus du sociétaire, le focus du salarié et le focus de l'entreprise. Et toutes les décisions qui sont prises doivent être avec des réponses qui soient équilibrées dans les 3 focus, salarié, sociétaire et entreprise. La grosse difficulté qu'on peut trouver dans les coopératives, c'est d'avoir la volonté et la capacité de faire passer l'intérêt commun avant l'intérêt individuel. Et cette valeur, elle ne peut être que partagée, elle ne peut pas s'imposer. Cette confiance et cette délégation est remise en jeu parce que, en effet, je suis élu, réélu ou pas, et révocable à foison. Donc la confiance va dans les 2 sens. L'accès aux décisions, ce qui constitue le cœur de la gouvernance participative, il n'est pas déterminé par la dimension économique, mais par le fait d'être partie prenante du projet. Il y a une nuance, et c'est là peut-être la difficulté, c'est là où ça marche, c'est là où l'égalité ne veut pas dire tout le monde pareil. C'est-à-dire qu'il y a à jouer aussi sur les individualités. Chacun vient avec ce qu'il est, avec ses intérêts, avec ses compétences, avec son niveau d'engagement. Et du coup, la force de la gouvernance participative, c'est aussi de pouvoir s'appuyer sur ces différences-là. Il y a 3 grands défis en fait, auxquels elle est confrontée. C'est produire des décisions éclairées,
parce que sur des sujets complexes sur lesquels on n'a pas forcément les compétences, et ben, c'est pas simple, ça s'accompagne. C'est produire des décisions réactives, parce qu'on est dans des processus qui peuvent impliquer du temps, nécessiter du temps. Et puis le défi majeur de la gouvernance participative, c'est vraiment de réussir à produire des décisions qui servent l'intérêt collectif, alors même que forcément, plus on a de gens autour de la table, plus on a un intérêt qui se multiplie et qui potentiellement diffère. Le boulot de jardinier, c'est de connaître quels sont des besoins physiologiques de cette espèce, dans ce climat, et les satisfaire. Ils sont 3. Combien d'eau elle a besoin exactement? Combien de lumière? Et quels minéraux exactement? Si je fournis tout ça, je n'ai pas besoin d'agir sur la fleur. Je n'agis pas sur la fleur. Elle est par elle-même au sommet de son potentiel. J'ai juste créé un environnement. Et elle s'automotive, ce qu'on appelle intrinsèquement motivé. Donc, c'est ça le leader jardinier, c'est celui qui va fournir un environnement, cette fois-ci bien sûr dans l'entreprise, qui va satisfaire des besoins pas physiologiques mais psychologiques, ce qui nous distingue. On n'est pas des fleurs, on n'est pas des animaux. Et dans ce cas, on n'a pas besoin de motiver les gens, ils sont automotivés. Qu'est-ce qui se passe dans nos entreprises? Qu'on recrute des gens qui sont enthousiastes pendant un certain temps, qui sont engagés, et puis à un moment donné, ils lèvent le pied. Est-ce qu'on a un rêve qu'on partage ensemble, qui donne du sens? Pourquoi je vais au travail? Pourquoi tu vas au travail? Parce qu'ensemble, on essaye de faire ça. À partir de quel âge les êtres humains veulent faire des choses par eux-mêmes? Dites-moi. 2 ans. Je vous cite Lord John Acton, qui est un philosophe et historien anglais, qui a dit ça au XIXe siècle. Liberté n'est pas le pouvoir de faire ce qu'on veut, mais le droit de faire ce qu'il faut. Vous placez l'innovation au cœur de votre activité et lorsque l'on évoque avec vous l'innovation, elle n'est pas simplement technologique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Monsieur Gauss? Ce qu'on voulait, c'était mettre l'humain au cœur de l'entreprise en agissant sur la motivation, sur l'intérêt au travail et sur la communication. Un processus donc qu'on a orienté sur 5 thèmes. Le management, les avantages sociaux, la gestion des compétences, l'organisation du travail et les conditions de travail. Ça répond à différents besoins, surtout être écouté, faire des choses ensemble, sans frein par rapport à la relation hiérarchique, la participation aux décisions. Et ça renforce la communication et la proximité. Il y a 2 points qui ressortent pour moi et qui sont essentiels. Effectivement, on a vu que la motivation avait augmenté dans l'entreprise. Et puis surtout, on a vu une implication beaucoup plus forte justement dans tous ces chantiers d'amélioration et dans tous ces groupes de travail. L'activité a augmenté de 30% et la rentabilité est bien meilleure à l'issue du plan qu'avant le plan. Alors, ce qui a permis aujourd'hui d'avoir de la participation à Plastigray, ce qu'on n'avait pas avant le lancement du plan. En 2015, vous intégrez le numérique comme un outil pédagogique, avec notamment le dispositif innovant ClickStore, que je vous laisse nous présenter. C'est donc un magasin virtuel avec une projection d'univers qui sont en lien avec les métiers du commerce. L'idée, c'est qu'à l'extérieur, on ait l'impression vraiment d'être dans un magasin. Donc ça commence déjà par la vitrine qui est animée. Et ensuite, on rentre à l'intérieur et en un clic sur une tablette, on va diffuser l'univers qui nous intéresse pour travailler. Ensuite, à l'intérieur, on trouve toutes les phases de la vente classique, donc l'accueil du client, la recherche des besoins, et puis on va aller donc jusqu'à l'argumentation et également donc la conclusion de la vente. Pour nous, le ClickStore, c'est vraiment une manière très ludique et concrète d'apprendre. Étant donné qu'on peut se filmer lors des exercices, ça nous permet par la suite de pouvoir voir nos tics de langage, de savoir notre gestuelle, de connaître notre manière de nous approprier notre environnement. Donc tous ces aspects nous permettent vraiment de pouvoir nous entraîner, de prendre confiance en nous, mais ça nous rassure également par la suite. Lorsqu'on est en entreprise, nous sommes souvent confrontés aux mêmes situations de communication. Donc pour nous, c'est vraiment bénéfique et ça nous permet chaque jour, aussi bien au CIFA qu'en entreprise et dans la vie de tous les jours, de prendre confiance en nous et de pouvoir avancer. On s'oriente depuis juillet 2018 sur le contenu e-learning, tout simplement pour personnaliser l'apprentissage, pour que chaque jeune puisse se retrouver et acquérir ses compétences à son rythme également et d'arrêter un peu l'uniformisation de l'enseignement. On n'est plus dans l'ESS et l'entreprise, on est dans l'entreprise au sens global.
Alors moi, ce que je voudrais en 2019, c'est qu'on continue ce travail, qu'on continue à irriguer avec vous, avec nos partenaires, avec l'ARACT, puisque je pense que chaque denier public qu'on aura investi sur tout le travail que vous avez engagé aura été un euro utile et voire avec un énorme effet de levier humain. Donc ça, c'est très important. Et enfin, moi, j'ai fait un rêve, c'est qu'on ait en Bourgogne-Franche-Comté cette capacité à développer encore plus dans toutes les entreprises, cette capacité à mettre l'humain au cœur. Effectivement, de positionner l'humain au sens ressources humaines au cœur du dispositif, que ça soit à la fois, et c'est ça qui est intéressant, dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire, mais aussi dans l'entreprise classique, c'est essentiel. La qualité de vie au travail est un élément fondamental de la fidélisation des salariés. Ce n'est pas simplement le salaire, ce n'est pas simplement la motivation, ce n'est pas simplement l'intérêt du travail, c'est aussi l'environnement, la manière dont les gens vont être associés à la vie de l'entreprise qui vont leur donner envie de rester. Donc ça, c'est fondamental. Et puis, c'est l'importance du collectif. C'est l'importance du collectif dans le travail, dans l'élaboration, dans la poursuite d'un enjeu commun. Et dernier point, c'est une vraie opportunité pour l'État, pour ces administrations, de se transformer, de changer, d'apprendre, de s'inspirer de ces innovations, en tout cas de donner du sens. J'espère que l'administration française, qui est en pleine rénovation, saura s'en inspirer et aller dans le bon sens.